Ce livre m'a complètement anéanti. Honnêtement, j'en suis encore secoué. Ah oui? Le parfum, de Patrick Suskind. C'est une plongée vertigineuse dans l'obsession, Oui, dans la quête d'identité, vraiment au plus profond de la psyché humaine. le mot qui me vient à l'esprit, c'est dérangeant. Vraiment. On suit un homme, Jean-Baptiste Grenouille. Et l'histoire nous jette direct, sans ménagement, dans l'endroit le plus immonde du monde pour sa naissance. Alors, imaginez ça. Un homme qui naît sans la moindre odeur humaine. Rien. Le vide. Une coquille vide, voilà, mais qui possède un don divin, Celui de sentir le monde entier. dans ses moindres détails, Un créateur de la beauté la plus pure. et qui devient un monstre. Exactement. C'est une prémisse de génie, non? Et tout ça, ça se passe dans la France du XVIIIe siècle. Un monde brutal, sale, Ou une odeur, ça peut signifier la vie, la mort ou le pouvoir absolu. D'accord, alors on y va. L'histoire commence. Dans la puanteur la plus totale, C'est le mot. Paris, 1738, Jean-Baptiste Grenouille naît sur un étal de poissons. Au-dessus d'un cimetière, en plus. Oui. Et sa mère le laisse pour mort dans un tas d'entrailles. Dès la première seconde, il est un déchet. Et ça, ce n'est pas juste un décor sordide, hein, c'est vraiment le fondement de son être. C'est sa genèse. Il est né du rejet, de la pourriture, et ce qu'il définit, ce sont deux anomalies. D'abord, il n'a aucune odeur. Aucune, ce qui le rend invisible et même inquiétant pour les autres. Et de l'autre côté, Il a un odorat surhumain. c'est sa seule et unique connexion au monde. On le suit enfant, rejeté de nourrice en nourrice, c'est terrible. Ah, c'est horrible. Elles disent toutes la même chose. Il n'a pas l'odeur d'un bébé. Il est trop avide. On le décrit comme une tique. Un parasite. Oui, un parasite qui s'accroche à la vie. Et pendant que les autres apprennent à parler, lui, il vit par le nez. Il catalogue des milliers d'odeurs dans sa tête, en silence. Et il faut bien se représenter le contexte de l'époque. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, la raison, la philo. Oui, bien sûr. Mais Suskind, lui, il choisit de décrire ce siècle par son odeur la plus crasse. C'est un assaut olfactif. Exactement. Les rues puent, les gens ne se lavent pas. Du paysan au roi, tout le monde en peste. Et au milieu de ce chaos, lui est un vide. Une anomalie. C'est ça, il absorbe tout. Il comprend le monde d'une façon que personne ne peut même imaginer. C'est vrai, il apprend pas les mots, il apprend les odeurs. Pour lui, le bois, c'est pas un mot. Non. C'est l'odeur du chêne humide, du hêtre couplé. Exactement. Il a une bibliothèque d'odeurs dans sa tête plus riche que n'importe quelle bibliothèque de livres. Mais c'est une connaissance passive. C'est un enregistreur, une éponge. Voilà. Il n'a pas encore de but. Jusqu'ici, il est passif, c'est un collectionneur. Qu'est-ce qu'il fait basculer son rondreau? Qu'est-ce qu'il transforme en chasseur? C'est la rencontre avec un parfum qui n'est pas un objet. Ah! C'est une essence vivante. Un soir, il a 15 ans. Et au milieu de ce chaos parisien, il perçoit un parfum qu'il n'a jamais senti. Quelque chose de différent. Si fin, si pur. C'est l'odeur d'une jeune fille rousse qui coupe des mirabelles. Et pour lui, c'est pas juste une bonne odeur. Non, c'est une révélation en fait. C'est comme s'il entendait l'harmonie parfaite après des années de bruit. L'accord divin. C'est le principe qui donne un sens à tout. Sa vie, jusque-là vide, a enfin un but, posséder ce parfum. Il ne la désire pas, elle. Il désire son essence. C'est ça. Alors il la suit. Et pour s'imprégner de son odeur, pour la posséder entièrement, il l'étrangle. Sans haine, sans colère? Presque sans y penser. C'est ça qui est glaçant. Mais une fois qu'elle est morte, le parfum commence à s'évanouir. Ah oui. Il a tout perdu au moment même où il pensait l'avoir conquis pour toujours. Et c'est là que le monstre devient un artiste. Un artiste. C'est là qu'il comprend sa vocation. Il doit devenir le plus grand parfumeur du monde. Pas pour créer des parfums pour les dames de la cour, non. Mais pour apprendre. Pour apprendre les techniques qui lui permettront de voler et de conserver l'essence même des êtres vivants. D'accord, il veut conserver la beauté. Mais qualifier le meurtre d'outil artistique, c'est pas juste une façon de glorifier un psychopathe. C'est toute l'ambiguïté du livre. D'accord. Suskind ne lui donne aucune excuse. Grenouille n'a aucune empathie, aucune morale. Il est amoral. Et pourtant, sa quête, c'est celle de l'artiste absolu. Préserver la beauté éphémère, capturer ce qui est destiné à mourir. On est horrifié par ses actes, mais on est presque fasciné par la pureté de son obsession. Cette quête l'amène donc à Grasse, la capitale du parfum. Mais avant, il y a cet épisode impensable. Il se réfugie dans une grotte pendant 7 ans. 7 ans. Pourquoi? Pourquoi cette pause? Ce retrait total du monde? C'est un dégoût.
Un dégoût total de l'odeur humaine. Il ne la supporte plus. Voilà. Il ne supporte plus cette odeur de vie médiocre. Et là, dans sa grotte, pour la première fois, il est dans un environnement pur, minéral. Et il devient le dieu de son propre empire intérieur. Il se crée un palais mental. Il passe ses journées à faire revivre toutes les odeurs qu'il a mémorisées. Un dieu solitaire donc, il se suffit à lui-même. Il pense se suffire à lui-même. Il est en paix, maître de son royaume. Jusqu'au jour où, dans son rêve, il décide de s'enivrer de sa propre odeur. L'odeur du dieu grenouille. Il cherche à se sentir et il ne sent rien. Le vide. Le vide absolu. Imaginez le choc. Pour quelqu'un qui ne perçoit l'existence que par l'odorat, c'est se regarder dans un miroir et ne rien voir. C'est la preuve qu'il n'existe pas. Il est un néant. Personne. Et c'est cette prise de conscience qui le renvoie violemment au monde des hommes. Et sa quête change complètement. Radicalement. Il veut plus seulement posséder les odeurs, il veut en créer une pour lui, une identité. Exactement. Il sort de sa grotte non plus en quête de beauté pure, mais en quête d'existence. Il commence par créer des parfums qui imitent les odeurs humaines les plus banales. Ah oui, hein. Genre quoi? Une petite odeur de sueur, une odeur de fromage sur les pieds, de vêtements propres. Des odeurs de camouflage? C'est ça. Et il découvre quelque chose de terrifiant. Quoi donc? Avec ses parfums, les gens le remarquent. Ils ne le voient plus comme une créature bizarre, mais comme un type normal. Il peut inspirer la pitié, la confiance, il peut manipuler leurs émotions. Il se rend compte que celui qui maîtrise les odeurs maîtrise le cœur des hommes. Il comprend que le parfum, ce n'est pas un artifice, c'est une arme. L'arme la plus puissante qui soit. Et il fait un raisonnement terrible. S'il peut créer des odeurs humaines basiques, Il peut créer une odeur surhumaine. une odeur qui inspirera non pas la pitié, mais l'amour. Un amour absolu, divin, Il part donc pour grâce. Non plus comme un apprenti, mais comme un prédateur avec un plan. c'est là qu'il commence son chef-d'œuvre. Une série de meurtres de jeunes filles vierges. Les plus belles de la région. Il ne s'intéresse pas à elles, seulement à leur parfum. Il en tue 24. Collectionnant patiemment les notes de sa composition ultime. Chaque fille est une fleur dont il extrait l'essence. Et la ville tombe dans la psychose. On cherche un démon. Et Grenouille, grâce à ses parfums d'emprunt, passe totalement inaperçu. Il est l'homme invisible. Il est finalement arrêté après son 25e meurtre. Celui de la sublime Laure Richis, la note de cœur de son chef-d'œuvre. Le jour de son exécution, la place publique est noire de monde. La haine est palpable. La foule est là pour le lyncher. Il monte sur l'échafaud. Et il se met une seule goutte de son parfum. Et là, l'impensable se produit. Un silence. Puis, un murmure. La foule venue pour le tuer est submergée par une vague d'amour pur. Il ne voit plus un meurtrier. Non, il voit un ange, une incarnation de l'innocence. Le parfum pirate leur cerveau, leurs émotions les plus profondes. C'est de la folie pure. L'exécution se transforme en une gigantesque orgie. Des milliers de personnes, riches, pauvres, prêtres, tous s'abandonnent à une extase collective, une bacchanale. Il a transformé la haine en amour. C'est le pouvoir absolu. Il est devenu un dieu. Mais c'est là que la conclusion est la plus cynique. Son chef-d'œuvre est une imposture, en fait. Exactement. Le parfum ne crée pas un lien. Il pirate le système nerveux. C'est une drogue, ce n'est pas un sentiment. Il a prouvé que l'émotion la plus sacrée de l'humanité pouvait être réduite à une formule chimique. Et ça le dégoûte. Le père de sa dernière victime se jette à ses pieds, le supplie de devenir son fils. Il est gracié, libre. Il a atteint son but ultime, être aimé, adoré. Mais au milieu de cette adoration, de cet océan d'amour qu'il a lui-même fabriqué, Il ne ressent rien. rien, si ce n'est une haine infinie pour ces humains si faciles à manipuler. Son triomphe est totalement vide. Il a créé l'amour, mais il est incapable de le ressentir. C'est le paradoxe final. Il a le pouvoir d'un dieu, il peut contrôler les foules. Mais il reste un étranger, un monstre qui regarde l'humanité de l'extérieur. Il a conquis le monde, mais il est plus seul que jamais. Il a obtenu tout ce qu'il a toujours cherché, le pouvoir, l'adoration. Sauf qu'il ne peut ni aimer, ni être aimé en retour. Il reste une coquille vide. Alors que fait un homme qui a le pouvoir de tout contrôler, mais qui découvre qu'il déteste le monde et se déteste lui-même? Il retourne là où tout a commencé, dans la puanteur du marché des innocents, à Paris, au milieu des parias, des voleurs. Avec le parfum le plus puissant du monde entre ses mains, il prend une dernière décision, effroyable et absolue. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tient au milieu d'eux
Et il se vide, le flacon entier sur la tête. Oh non. Il le regarde, il le sente. Il ne voit plus un homme, il voit un ange. Un objet de désir absolu. Et ce qui se passe ensuite, c'est un acte de cannibalisme par amour. Une communion si totale et si terrifiante qu'elle laisse une question en suspens. Était-ce le suicide le plus poétique ou le meurtre final le plus parfait? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.